de notre colloque, c'est-à-dire aux questions-réponses. Ce débat et ces questions vont être animées par le professeur Franco, donc vice-président du CAPS pour l'UCL. Et donc je vais appeler ici à la table, bien sûr, Ève, Serge. Je pense que Damien n'est pas là, il m'a dit qu'il était grippé et qu'il s'en excusait. Il m'a dit que s'il se sentait mieux, il serait présent parmi nous, mais c'est que ce n'est pas mieux. Et on lui souhaite un bon rétablissement. Et donc, Charlotte qui s'excuse et qui est en formation justement par rapport à la diététique sportive. Donc même chose, Serge m'a fait remarquer à juste titre que ces coordonnées n'étaient pas reprises sur le site du CAPS. Donc on va faire le nécessaire aussi pour que toutes les références pour Serge, Damien et Charlotte soient mises à jour sur le CAPS, puisque nous avons une nouvelle personne aussi. Et comme l'a fait remarquer notre collègue du CAPSI, la personne qui a été engagée a une composante psychologique, puisqu'elle a un master en psychologie en dehors d'une formation en diététique. Je pense qu'on ne peut pas séparer la psychologie de l'aspect diététique. Donc je vais laisser peut-être Marc Franco prendre la parole, et puis je peux demander à Cédric de faire le tour avec le micro, si ça ne te dérange pas, pour que, de face, ça va toujours, mais pour que les gens, s'il y a une question au premier rang, en général, on n'entend pas derrière. Donc je vais demander à Cédric s'il peut venir faire le tour avec le micro. Et bien, donc nous avons jusqu'à quelle heure? Il nous reste un quart d'heure ou on a mis Il nous reste un quart d'heure. Il nous reste un quart d'heure. Donc on a coupé la table ronde en deux, mais c'est pas grave. Donc, non, il n'y a aucun souci. Donc ce que je propose, c'est qu'on prenne, disons, les questions par série, de telle manière à être, je dirais, plus interactif et plus rapide. Donc vous identifiez, je vois qu'il y a des questions ici qui apparaissent. On va en prendre 4-5 et puis, je dirais, on y réagira en fonction du type de question et en fonction des compétences de chacun. Donc je pense que M. Létard a la première question. On t'écoute. Merci M. Franco. Une question adressée plus particulièrement au docteur Thiourier, je remercie d'ailleurs pour la clarté de ses propos, et qui concerne l'adaptation de l'assiette du sportif à son environnement particulier. J'imagine que pour la plupart d'entre nous, on a tendance évidemment à essayer de transposer vos propos aux pratiques sportives qui nous intéressent plus particulièrement ou dans lesquelles on a pu développer une certaine expertise. La question porte sur la confrontation entre le régime idéal, lié évidemment aux caractéristiques de l'individu, aux spécificités ou aux besoins nutritionnels particuliers de la discipline, et les contraintes liées à cette discipline. Je vais prendre un exemple qui peut être extrême, celui de la voile au large, parce que je pense que vous avez eu quelques expériences en la matière, en tout cas en voile. Mais je parle de la voile au large, donc compétition qui se déroule sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sans hôtel pour s'arrêter, pour dormir, sans restaurant, sans quick. Je prends l'exemple de la route du Rhum, parce que je pense que c'est une compétition excessivement contraignante, et aussi parce que j'avoue apprécier le Rhum. Et puis, je voudrais juste rappeler quelques contraintes. Alors, peut-être en premier lieu des contraintes liées à l'individu, donc à l'athlète lui-même. Je rappelle qu'en journée, son attention est permanente, que la nuit, elle se compose de moments très rythmés, avec 30 minutes de plus ou moins repos, des moments de veille, de nouveau 30 minutes de plus ou moins repos, des moments de veille. Autre contrainte pour l'individu, les conditions météo, l'extrême chaleur, le froid, un stress et une attention permanente, contrainte liée cette fois au bateau, un manque de place, un surpoids du bateau, donc pas de l'individu, donc le surpoids du bateau est contraignant, le bateau devient moins performant. Des problématiques de conservation de la nourriture, vous avez parlé tout à l'heure d'aliments non transformés, à part les choux et certains fruits, le reste ne tient pas plus de 2-3 jours, en ce compris le poisson et la viande. Donc voilà, une source de nourriture fraîche qui est excessivement faible, difficile. Bon, on peut pêcher du poisson, le problème c'est que la vitesse du bateau ne permet pas la pêche à la traîne, et que pêcher des fruits de toute façon c'est pas possible. Et donc ma question, elle a trait à votre approche. Quelle est votre approche par rapport à cette thématique qui me paraît moi extrêmement contraignante, une équation difficile à résoudre, en sachant que les impacts sont différents sur l'apport en végétaux, en féculents, en sources protéiniques
et en Grèce. Bien, donc comme la question est assez large, je propose qu'on y réponde tout de suite. Donc merci pour cette question et merci pour me donner l'occasion de parler des navigateurs, puisque c'est aussi des sportifs que j'apprécie, puisque j'ai eu l'occasion d'en suivre un certain nombre depuis les années 2000. Et d'ailleurs, vous avez parlé de la route du Rhum. Je vous parlais de la Transat Jacques Vabre qui doit arriver cet après-midi. Donc, comme je suis Jean-Pierre Dick depuis 2004, je suis très heureuse qu'il puisse finir après cette dernière course sur une victoire. Je n'ai pas suivi les résultats ce matin, mais j'imagine qu'il est dur. Enfin, j'espère en tout cas qu'il est toujours en tête. Et donc, effectivement, cette problématique de la nutrition pour les navigateurs est une vraie problématique. Pour autant, comme je l'ai dit, en matière de nutrition, il y a des grands principes. Après, l'objectif pour nous professionnels, c'est de les décliner, de les mettre en musique en fonction du sportif et de la situation et des contraintes auxquelles il a à faire face. Et pour ces navigateurs, en particulier ceux qui font soit les transats, soit les Coupes du Monde, il y a effectivement beaucoup de contraintes que vous avez rappelées, conservation, aussi apport énergétique. Par exemple, là, pour le navigateur avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, on est sur du 4500-5000 calories par jour, donc potentiellement plus que la personne lambda, presque 2 fois plus, puisque les apports recommandés pour la personne modérément entraînée est 2700 calories par jour. Donc là, on est sur des apports importants, mais pourtant, il y a un espace de stockage qui est très limité, etc. Donc, et je dirais, la voile est un bon exemple, mais tout le sens de nos métiers, c'est de pouvoir justement décliner ces principes théoriques en fonction du sportif qu'on a en face de nous et de la situation. Là, en l'occurrence, alors je vais vous dire, pour avoir travaillé avec quelques navigateurs, il n'y a pas de solution, là encore, qui va convenir à tout le monde. Je vais vous prendre un exemple. Pour le Vendée Globe 2000, on suivait 2 navigateurs qui avaient une approche totalement différente. Alors, il y en a un qui était très ascète. Donc lui, il n'avait pas trop de plaisir, même dans son bateau, il n'y avait rien de moelleux pour s'asseoir, pour se coucher. Et c'est vrai que ça se ressentait dans l'alimentation où il y avait beaucoup de lyophilisé. Il y avait très peu de place pour le plaisir, c'est sûr. Il fallait que ça soit performant. À côté de ça, il y a un autre navigateur qui, lui, avait décidé que bien manger, c'était important, donc il voulait se faire plaisir. Donc il avait pris comme sponsor et partenaire le traiteur Le Nôtre. Donc vous avez participé à la dégustation des produits qu'il avait embarqués. Donc forcément, lui, c'était pas du lyophilisé, c'était des plats sous vide qu'il allait réchauffer au bain-marie. Donc c'était son choix. Il a effectivement, alors moi j'essaye de partir d'une base avec des apports en macronutriments et puis de les décliner en fonction des aliments souhaités. Donc forcément, le poids embarqué n'était pas le même. L'option un petit peu à 7, pas de plaisir, il était à peu près une centaine de kilos, alors que l'autre était à 300-400 kilos. Après, c'est un choix. Et je pense que c'est effectivement là aussi l'essence de nos métiers, c'est de s'adapter. Et c'est pas à moi de juger si emporter 100 kg, c'est mieux que 300 kg, ça c'est le sportif. La priorité, c'est de proposer une solution qui soit en adéquation avec les aspirations du sportif. Donc là, on peut tout à fait répondre aux contraintes nutritionnelles, avec effectivement, bon là on avait des apports, on avait défini un plan assez précis avec un sac par jour avec tout ce qu'il fallait dedans, mais par contre il avait aussi de quoi faire face à l'imprévu, parce que sur un bateau il y a toujours de l'imprévu, voire prendre des aliments plutôt glucidiques, voir s'il avait besoin de récupérer, et puis pour le calmer aussi, comme on a vu, les indices, les glucides d'indice glycémique élevé, ça va plutôt calmer, ça va favoriser le sommeil. Donc il peut s'en servir pour ça. Et par contre, au moment où il doit rester vraiment très vigilant, c'est un contexte sur une dette de sommeil plus, voilà, il ira plus prendre dans des aliments très protéinés et pas trop glucidiques. Donc on avait une base très carrée, et puis on proposait aussi des solutions qui permettaient de faire face à l'imprévu. Et aussi, pour aussi avoir proposé des solutions pour des courses en double, comme la Transat Jacques Vabre, j'ai remarqué que ce qui convenait pour l'un
Alors souvent, dans les courses en double, pour faire plus simple, moi je travaille avec le navigateur avec lequel j'ai l'habitude de travailler, on faisait la même chose pour l'autre. Sur un tour du monde par exemple, potentiellement un navigateur il avait fini tout ce qu'on avait programmé, celui avec qui je travaillais, et l'autre, j'ai remarqué que c'était plutôt un gros mangeur, et l'autre en général il arrivait, il lui restait presque la moitié, donc il mangeait beaucoup. Forcément il avait perdu aussi plus de poids. Donc ce qui veut dire que moi, l'expérience que je peux avoir avec certains navigateurs, si ça se trouve, voilà, j'ai croisé un autre navigateur qui mange vraiment différemment. C'est un des seuls qui a pris du poids sur un tour du monde. Mais après, voilà, peu importe. Ce qu'il faut retenir, je pense que ce qui est important, c'est, nous dans nos métiers, c'est de savoir s'adapter à la personne et à la situation qu'on entretient. Et on a des principes théoriques qu'on va décliner vraiment de manière différente. Brièvement Serge, parce que je sais que tu as aussi eu des expériences. Donc voilà, et notamment, en plus des sportifs, il faut savoir que cette semaine-ci, je m'occupais également de l'alimentation des astronautes, et j'étais avec Thomas Pesquet, et là, cette notion de poids, de taille est vraiment importante, et généralement, ce genre de vol se prépare déjà 2 ans à l'avance. Et malheureusement, on voit souvent que les sportifs viennent à la fin de leur préparation. J'ai eu comme ça des gens qui voulaient traverser un continent, et ils viennent 1 semaine, 3 semaines avant pour savoir exactement ce qu'ils vont manger. Et donc malheureusement, on n'a pas le temps de tester, d'adapter. Et la différence peut-être, c'est que la nutrition est une science qui est de plus en plus précise, mais la diététique est un art. Et c'est l'art de transformer ces recommandations en tenant compte de toute une série de paramètres. Et ça prend du temps, il y a des essais, des erreurs, il faut adapter ça dans le temps. Long terme. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, j'ai beaucoup apprécié, Madame, votre présentation très claire et je pense très pratique. Dans les différentes catégories de poids, vous avez parlé effectivement des sportifs de haut niveau. J'aurais bien voulu vous poser 2 questions. L'une concernant le danger d'initier des jeunes à cette perte de poids juste avant une compétition. Parce qu'il faut savoir que le règlement au niveau des sports de combat est toujours le même pour toutes les catégories. Et on voit des jeunes bien en dessous de 15 ans commencer déjà à avoir des poids bien précis à ne pas dépasser le jour de la compétition. Est-ce qu'il y a un danger à s'initier trop tôt dans l'âge à la perte de poids, puisque vous avez dit que le jeu de yo-yo se terminait souvent par un danger de surpoids? Et puis, connaissez-vous éventuellement une différence de poids idéal entre 2 adversaires? Peut-être plus on est jeune, cette différence de poids, qu'est-ce qu'elle devrait être idéalement? Je pense que cette deuxième question est peut-être plus difficile à répondre. Une différence de poids, La différence de poids entre 2 adversaires, dans le domaine du judo... Est-ce que ça va être un indicateur de performance, c'est ça? Parce qu'il y a eu des données sur, où ils ont regardé les différences de poids entre les gagnants et les perdants. C'était pas sur du judo, c'était sur de la lutte. Et où ils voyaient que finalement, il n'y avait pas de différence entre, quand on prenait le poids de ceux qui avaient gagné et ceux qui avaient perdu, il n'y avait pas un delta important, c'est pas ceux qui étaient les plus lourds qui avaient gagné. Donc objectivement, bon, on a quand même l'impression, pour certaines disciplines, la lutte, le judo, avoir un poids plus important, c'est quand même un avantage. Parce que, ce qui n'est pas le cas pour le taekwondo, la boxe, il faut se déplacer plus rapidement. Mais donc ça, je vous parle d'une étude qui a regardé objectivement les différences de poids entre les gagnants et les perdants, et ils n'ont pas observé de différence significative. Par rapport aux jeunes, c'est vrai, comme je l'ai dit, il y a des adaptations métaboliques qui s'opèrent, et surtout au niveau comportemental, rentrer dans des phénomènes de restriction et de privation, ça peut favoriser, encourager les troubles du comportement. Donc c'est vrai que le plus tard possible, chez des jeunes, on va. Alors après, j'aurais du mal à définir un âge, de dire à partir de quand c'est bien de le faire, mais eu égard
égard à ces adaptations qui s'opèrent et à la forte influence sur le comportement que ça peut avoir, et la génération de frustration et potentiellement majorer les risques du trouble du comportement alimentaire, c'est vrai que chez les sportifs jeunes, on ne va pas encourager, en tout cas, s'il y a perte de poids, ça doit vraiment être minime. C'est pas des pratiques, je ne sais pas si non, la seule chose, c'est que dans la littérature, on constate réellement que c'est à partir de 12 ans qu'on a déjà les premiers problèmes de perte de poids, et certains vont jusqu'à 5, voire 10 régimes par année, et donc par rapport à ça, ça va ne faire que majorer justement cette difficulté, cette problématique. Oui, bonjour. On a parlé pas mal d'outils de mesure quantitatifs. Moi, dans mon sport, on avait un outil de mesure au niveau de la graisse qui est assez qualitatif. C'était le profil de graisse, en fait. Donc, à l'intérieur d'une prise de sang, on va étudier en fait un petit peu le profil des graisses, et grâce à ça, on va pouvoir compenser ou pas certains manquements. Je voulais savoir si vous utilisiez et quelle était la validité en fait de cet outil de mesure. Nous, est-ce qu'on l'utilise? Après, c'est deux choses dites, c'était deux aspects différents. Après, l'effet des apports alimentaires sur le profil en acides gras, il est probablement efficient pour les acides gras essentiels. Maintenant, il y a de la synthèse endogène des acides gras. Des fois, l'apport, ce qu'on a dans l'assiette ne va pas forcément refléter, avoir une influence sur le profil en acides gras, parce qu'il y a des synthèses endogènes et des équilibres qui s'opèrent. Donc potentiellement pour mettre en évidence des défis dans les acides gras essentiels, mais sinon je pense que c'est limité comme intérêt. Par rapport à ça, toutes ces prises de sang nutritionnelles qui coûtent très très cher, généralement on sait de plus en plus que la fiabilité de cette prise de sang est très faible, justement, puisque ça va dépendre de l'alimentation et à très court terme, et ça ne va pas dépendre réellement de la qualité initiale de l'alimentation. Et je pense que déjà de faire une enquête alimentaire bien poussée permettra déjà d'avoir une donnée suffisante pour dire si ce sportif est à risque ou pas de carence alimentaire ou d'insuffisance d'apport en bonne graisse. Autre question? Si on n'a pas le temps que la suivante arrive, je vais me permettre moi d'en poser une aussi alors. Donc il y a, j'imagine en France, c'est la même chose, beaucoup d'athlètes qui viennent nous trouver avec des régimes véganes, végétariens, végétaliens, etc. Dans une des premières dias que tu as montré, tu mettais en évidence l'importance de la B12. La B12 dans le monde végétal, il n'y en a pas. Comment est-ce qu'on arrive à résoudre ce genre de... comment est-ce qu'on arrive à équilibrer finalement ce genre d'athlètes? C'est difficile les athlètes végétariens, encore pire végétaliens bien sûr, puisqu'ils ne consomment pas du tout de produits animaux. Après, comme je l'ai dit, il faut être à l'écoute du sportif, et on peut difficilement lui dire que c'est très mauvais ce qu'il fait, on essaye de l'accompagner au mieux. Et on a du mal à pouvoir fournir une solution sans passer par des compléments alimentaires. En l'occurrence, dans certains cas, après, il faut aussi s'assurer que les régimes entrepris ne vont pas être dangereux pour le sportif. Là, en l'occurrence, si ça va à l'encontre de la performance, même s'il y a une composante philosophique, souvent on adhère à ces régimes pas pour des raisons physiologiques, mais pour des croyances et des aspects plutôt de croyances. Donc il faut trouver un compromis, l'accompagner au mieux, et peut-être en lui montrant objectivement qu'il y a certaines pratiques qui vont vraiment aller dans le sens de la performance, et puis dans certains cas passer par des compléments alimentaires quand c'est nécessaire. Voilà. Merci. Oui, bonjour. C'était une question sur les services du CAPSI. Alors, ma question c'était, est-ce que ces services sont aussi accessibles à des athlètes non reconnus par l'ADLEPS, ou simplement par des athlètes d'une fédération comme la fédération flamande? On va laisser notre collègue répondre. Merci pour cette question. Alors, les services sont
évidemment accessible à tous via les contacts, seulement les frais seront à votre charge, donc que ce soit la Fédération flamande ou des athlètes non reconnus ou avec des niveaux de pratique sportive, on va dire, voilà, plus bas ou en tout cas moins reconnus, c'est simplement à votre charge. J'aimerais en profiter pour préciser qu'on espère évidemment, je crois que c'est le cas dans la nutrition, mais aussi dans la psychologie, que les gens viennent nous voir le plus tôt possible et le plus possible dans une démarche de prévention ou d'accomplissement vers la performance que pour essayer de récupérer les pots cassés. Donc nous, on est dans une démarche où on espère que notre intervention soit prise et valorisée le plus tôt possible. Merci. Voilà. Autre question? Voilà. Bonjour, en fait moi j'ai une question par rapport à un athlète qui veut faire le ramadan. Donc il continue son ramadan malgré sa pratique sportive. Est-ce que vous avez des pistes à suivre, ou bien à part l'arrêt total du sport, ou bien les conseils, s'entraîner peut-être tôt le matin, ou bien plus tard le soir et manger directement? Bon, ça aussi c'est une situation un petit peu spécifique. Donc là on va leur conseiller d'avoir des entraînements à proximité des prises alimentaires, pour qu'ils puissent récupérer. Après, éviter les entraînements en chaleur le reste du temps, vraiment se reposer, éviter la chaleur. Et c'est aussi une situation qui est compliquée et pour laquelle on va essayer de faire le moins mal possible. Voilà. Mais clairement, c'est pas une situation qui place le sportif dans des bonnes conditions pour être performant. Pour nous, l'accompagner, je dirais, c'est surtout de pouvoir avoir de réaliser ces exercices à proximité des moments où il va pouvoir récupérer. Voilà. Ou se préparer. C'est le conseil qu'on peut donner, sachant que c'est pas une période pendant laquelle il peut espérer être performant. Ok, merci. Je pense que cette question est très importante parce qu'on l'a vécu récemment avec les championnats du monde de taekwondo, où il y a beaucoup de pratiquants d'origine nord-africaine, et ça reste un vrai défi. Et je pense que le dialogue est très important dans ce cas-là. Merci. Oui, on a pu voir que les principales sollicitations pour des questions nutritionnelles étaient liées à la composition corporelle ou des prises de poids. Comment fait-on pour toucher les sportifs qui ne sont pas concernés par les catégories de poids de corps, qui performent malgré des habitudes alimentaires qui sont complètement en dehors de ce qu'on peut préconiser? Là, je pense qu'il faut être pragmatique. C'est vrai que, comme je l'ai dit, un sportif, spontanément, je ne sais pas, peut-être 10% qui vont être intéressés spontanément, naturellement, par l'alimentation, qui vont s'intéresser au contenu de leur assiette. Sinon, il faut qu'il y ait une porte d'entrée pour qu'ils viennent voir un événement qui va les rendre réceptifs. Donc, comme je l'ai dit, la plupart du temps, c'est la composition corporelle. Sinon, autre événement qui peut les rendre réceptifs, ça va être la blessure, ça va être le manque de performance, la fatigue récurrente, ou bien un sportif qui tombe toujours malade, qui à un moment il va se poser une question et il va essayer de trouver l'origine de sa non-performance. Mais de plus en plus, je pense que nous, on est là, il faut répondre à la demande et essayer de donner des conseils nutritionnels à un sportif qui n'est pas réceptif. Je pense que tout le monde perd son temps. Et du coup, ces sportifs qui mangent mal, mais qui gagnent, et si en plus ils sont super secs, je sais qu'on n'aura pas d'impact sur eux. Ils ne vont pas être du tout réceptifs à nos discours, ça c'est sûr. Et puis de toute façon, ils gagnent. Donc, voilà. Je gagne, je suis fit, voilà, laisse-moi tranquille. Je pense qu'il ne faut pas essayer de convaincre tout le monde, et il faut conserver son énergie pour les gens qui vont être réceptifs. Et souvent, le fait de les rendre réceptifs, ça va être un événement, donc pour beaucoup la composition corporelle, sinon la blessure, le fait d'être malade souvent, la fatigue, la non-performance, font partie des événements qui vont rendre un sportif plus réceptif à nos messages. Et à ce moment-là, faire passer le message, ça sera beaucoup plus efficace que d'essayer d'avoir un rendez-vous et de faire passer un message qui ne sera pas du tout entendu. Oui. Oui, à nouveau félicitations pour toutes les informations que vous nous apportez et certaines clarifications.
je pense que la blessure fait partie du parcours de la plupart des sportifs. Et dans un certain nombre de sports, celui qui est blessé et qui est éloigné des terrains, parfois pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, disparaît un petit peu des radars, est complètement livré à lui-même. Il paraît très évident que durant cette période de réhabilitation, réathlétisation, etc., la nutrition joue un rôle tout aussi important. Et pourtant, j'ai l'impression que sur le terrain, en pratique courante, en particulier au niveau de la nutrition, ils sont complètement abandonnés et ont des habitudes alors alimentaires assez déséquilibrées. Vous voulez commenter cela? Alors, je sais pas, j'ai pas... Non, nous, ça fait partie des... potentiellement des motifs pour lesquels ils viennent nous voir aussi. On sait qu'ils ne sont pas abandonnés, on sait que c'est une période importante. Justement, là en l'occurrence, la composition corporelle pour faire en sorte qu'ils ne prennent pas trop en masse maigre, qu'ils ne prennent pas en masse grasse. Donc non, c'est une période importante et ils sont plutôt pris en charge. Je ne doute pas qu'à titre individuel, parfois, ils aient une démarche un petit peu où ils anticipent déjà leur retour, mais est-ce que ce n'est pas dans certains cas le rôle justement des fédérations, de structures organisées? Est-ce que ce n'est pas le rôle à ce moment-là de dire nous allons gérer avec toi et orienter ce sont les encadrants qui ont un rôle à jouer à ce moment-là. Oui, complètement, et c'est effectivement une période pendant laquelle c'est très important d'avoir un accompagnement nutritionnel. Et comme par rapport à la question tout à l'heure, au contraire, pour nous, c'est un moment très favorable. Parce qu'à ce moment-là, il est réceptif. On va ouvrir une porte. Et après, on va ouvrir une porte, on va créer un lien. Et après, une fois qu'il aura repris, on sait qu'on va pouvoir continuer à avoir un message et à être utile pour ce sportif-là. Donc au contraire, oui, c'est vraiment un circuit à favoriser. Voilà, merci. Donc je propose qu'on en reste là, qu'on remercierait. Là, il y a encore une question. Excusez-moi, je ne l'ai pas. On va prendre la dernière. Merci pour toutes ces explications. Ma question est très simple. Quelle peut être la conséquence d'un régime alimentaire sur un très jeune sportif par rapport à sa croissance? Par rapport à sa croissance, un régime hypocalorique? Ça dépend probablement de l'amplitude de la restriction. Maintenant, ne serait-ce que comportemental, au niveau comportemental, alors, je sais pas si c'est... Il faudrait assurément pas le conseiller chez les jeunes. Chez les jeunes, on est vraiment sur de la pédagogie, sur une approche simple. On va, même tout ce qui est boisson de récupération, boisson d'effort, on va rester sur des éléments naturels pour pouvoir vraiment mettre en place les bases de ce que j'ai montré, commencer par les choses essentielles. Et oui, la croissance physique. Mais au niveau physiologique, je ne sais pas s'il y a des... Voilà, peut-être un petit info par rapport à ça. Prenons l'exemple de la gymnastique féminine. On essaye que les gymnastes gardent un poids de corps relativement faible, qui invite pas mal d'heures d'activité, dans des milieux fermés. La densité calcique, le problème de calcium est quelque chose de majeur. On sait que les besoins de l'adulte sont de l'ordre de 900 mg, ils vont être accrus chez l'adolescent, ils vont être accrus lorsqu'on fait de l'activité physique et donc ils sont doublés chez la jeune gymnaste par exemple. On sait que la captation de l'absorption du calcium est favorisée par la présence de la vitamine D. Ils sont en salle, grosse partie de la vitamine D est synthétisée par les UV, et donc on se retrouve dans une dynamique hypercalcique. On rajoute à ça une intolérance au lactose. On rajoute à ça, à la limite, la prise de boissons sodées style Coca-Cola, Sprite, Fanta, et vous avez un déficit calcique majeur. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a un impact très clairement, ce n'est qu'un exemple ici, je prends une activité où on sait que le poids est quelque chose d'important. Bien, donc pour la deuxième fois, je vais remercier mes collègues pour leur intervention, également pour le public, pour l'interaction et pour la présence. Donc vous savez qu'on organise ce colloque une fois par an, qu'on a l'habitude de tourner. Donc l'année dernière c'était à Louvain-la-Neuve, donc l'année prochaine
normalement ce serait à Liège. Habituellement, nous organisons le colloque du CAPS le 3e samedi de novembre. Donc si on garde la tradition, ça devrait être le 16 novembre 2018. Mais il faut avouer que le comité olympique a légèrement décalé son stage de Lanzarote. Et donc maintenant, nous arrivons, je dirais malheureusement, avec un colloque qui est organisé en même temps que le stage de Lanzarote, c'est-à-dire qu'on a un grand nombre d'entraîneurs qui sont avec les équipes olympiques à Lanzarote. Donc c'est vrai qu'on va peut-être rediscuter, peut-être serons-nous amenés à quelque peu déplacer cette date. Et si on avait respecté la tradition, ça aurait été le 16 novembre 2018 à Liège. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, à vous remercier pour votre participation. Encore 2 minutes, s'il vous plaît. Il reste encore 2 minutes. Bien sûr, je pense qu'on peut vraiment remercier les exposés de Ève qui nous a vraiment, je trouve, apporté énormément. Et donc pour la remercier, vous savez qu'en Belgique, on a une petite spécialité en dehors de la bière. On a compris que la bière, c'est pas terrible. Mais bon, elle nous a rassurés. Elle nous a montré que les chocolats étaient dans la bonne tranche. Alors Ève, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, le chocolat, surtout le vrai chocolat, le cacao, c'est l'aliment le plus riche en magnésium. Et donc j'espère à ton retour partager avec ta famille un petit présent, quelques spécialités du chocolat belge. Et alors, de tradition, si l'on partage le verre de l'amitié,